Elle se dit déterminée et résiliente. Elle invite le cauchy et la mélancolie pour créer. Sa pratique artistique est sortie d'elle comme par enchantement, ou peut-être pas tout à fait finalement. Rencontrer Virginie Rasmont et marcher à ses côtés sereinement, des allées des musées aux grottes troglodytiques. Écoutez-la vous raconter pourquoi la philosophie, les carnets de pensée, les croquis, l'histoire d'un carré de soie, les hirondelles, Henri et Niki. Au programme aujourd'hui, douceur et couleur, au pays de celle qui a mis le prendre soin au cœur de son art et de sa vie. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Avez-vous pensé à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ? Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la fantaisie vagabonde, et je crée notamment de précieux portraits d'artistes à écouter. Ici, avec Chamade, je vous invite chaque mois à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, découpez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez vous agenouiller à côté d'elle sous la voûte immaculée. Bonne écoute! Bonjour Virginie Rasmont. Bonjour Marie. Je te souhaite la bienvenue dans Chamade. Merci. Et je te remercie de m'accueillir dans ton bel atelier super lumineux. Merci beaucoup en tout cas de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravie. Je précise qu'on est début juillet 2023 et qu'on est limitrophe de Paris, par une belle journée ensoleillée. Pour commencer à découvrir qui tu es, je te propose un jeu tout simple. Enfin, tout simple, j'en sais rien. Je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas, je voudrais que tu nous dises quelles sont les couleurs de ta vie. La première couleur que je citerai, je crois que c'est le bleu. Le bleu, pour moi, c'est la couleur de la discrétion. C'est la couleur qui fait pas trop de vagues. Donc il y a un côté tout doux dans le bleu, je trouve. Un côté apaisant, en tout cas. Et je pense que ça correspond assez bien à ma personnalité. Je suis quelqu'un de discrète, qui aime pas quand il y a des trop grosses vagues, qui aime pas le conflit, qui suis plutôt attirée par l'harmonie, par la fluidité des choses. Donc le bleu, oui, clairement, c'est une couleur dominante dans ma vie. Après, je citerai le orange. Complémentaire. Dans ma tête, le orange, c'est vraiment la couleur du mouvement. Tu vois, par exemple, dans la nature, quand le soleil se couche, il est orange. Les feuilles, quand on passe en automne, elles sont oranges. Donc ça symbolise vraiment pour moi cette notion de mouvement, que ça soit dans la nature, mais aussi moi dans ma vie. Je suis quelqu'un qui adore l'action, en tout cas agir. Je crois beaucoup au pouvoir de l'action. Je suis souvent beaucoup dans l'intellect, mais au final, c'est vraiment l'action qui prime. Je crois que c'est en faisant qu'on progresse, qu'on se comprend, même si ce qu'on fait, au final, c'est le résultat que l'on obtient n'est pas forcément celui qu'on avait escompté, ça nous fait avancer. Donc je crois profondément à cette notion d'agir. Et du coup, je l'associe à la couleur orange. Et ensuite, je dirais le rose. Et tu portes un très joli pull rose aujourd'hui. Oui. J'aime beaucoup le rose parce que c'est la couleur de la douceur. C'est la couleur de la douceur, du réconfort. Je crois que je cherche à mettre de la douceur dans ma vie et dans la vie des gens qui m'entourent. C'est quelque chose d'important pour moi et ça fait écho à ce qu'on disait sur la couleur bleue. J'aime bien quand les choses sont en harmonie. Donc oui, la douceur, clairement, c'est un driver important pour moi dans ma vie. J'adore ce que tu mets derrière chacune de ces 3 couleurs. En fait, en t'écoutant, je me dis c'est hyper personnel en fait ce qu'on pose derrière des couleurs. Je trouve ça super intéressant. On a parlé d'action. Qu'est-ce que tu fais, Virginie Rasmont ? Alors, qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Je suis artiste. Donc, je pratique le collage papier que je viens, c'est vrai, enrichir avec d'autres techniques.
la feuille d'or, l'encre, l'acrylique. Et donc aujourd'hui, on est dans mon atelier et c'est chouette du coup parce qu'on est entouré de certaines de mes créations, donc ça donne aussi une tonalité à notre échange. Et en fait, comme tu peux le voir, c'est vrai que mes créations sont assez colorées. J'aime bien jouer avec ce mélange de formes et de couleurs. Et le rendu, en tout cas quand on ne me connaît pas personnellement et que c'est la première fois qu'on voit mes créations, on me dit souvent que le rendu est poétique et assez harmonieux, c'est vrai, visuellement. Et ça me fait toujours sourire intérieurement parce que mes sujets qui m'inspirent, ce sont pas toujours des sujets qui sont très joyeux. C'est souvent des états d'âme, des sujets qui peuvent me rendre triste ou alors qui m'interrogent beaucoup, qui m'angoissent. Donc je trouve ça intéressant cette dichotomie entre ce qui peut être le point de départ de mes créations et finalement le rendu. Et c'est vrai que l'acte de création occupe beaucoup de place dans ma vie. C'est une part très importante. Néanmoins, je pense que je suis un électron libre. Je m'intéresse à beaucoup de sujets. Et c'est en m'intéressant à tous ces sujets-là que c'est vrai que ça vient aussi nourrir ce que je fais dans ma pratique artistique. Et c'est vrai que je t'ai même pas dit en fait quel était vraiment le sujet de mes créations. Mais le sujet de mes créations, c'est des expériences que je qualifie d'assez intimes, puisque ça part d'expériences de vie. Et je cite souvent cette citation que tu connais peut-être déjà, qui est une citation de Christian Boltanski qui dit « On ne peut parler que de soi, mais que chacun qui regarde ce que l'on fait pense que cela a été fait pour lui. » Et en fait, cette citation, je l'aime beaucoup, parce qu'elle traduit le pouvoir universel de choses finalement très personnelles et très intimes. Et ça, j'en ai vraiment la conviction depuis que je fais de l'art, enfin plutôt depuis que je crée de l'art, c'est que souvent les gens qui sont au contact de mes œuvres me disent ça a fait écho. Et c'est là que je réalise qu'en fait, même si c'était hyper personnel, en fait ça résonne auprès d'autres gens. Voilà, et non, quand je te parlais d'électrons libres, c'est vrai que je suis intéressée par énormément d'autres sujets qui viennent nourrir, c'est ce que je te disais, mon art. Tu peux en citer quelques-uns ? Ouais, bien sûr. Un sujet qui m'intéresse de plus en plus, c'est la philosophie. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce matin, j'ai lu un post de Marie Robert, tu sais, qui est philosophe, qui expliquait justement ce que la philosophie avait apporté dans sa vie. Et elle parlait d'un peu de colonne vertébrale. Je ne sais pas si on a le temps de lire ou pas ce qu'elle... On a tous les droits, tout le temps. Je précise, c'est Philosophie Sexy. Oui, c'est ça. Son compte Instagram, c'est Philosophie et Sexy. Et en fait, je trouve que ces mots ont vraiment, sont vraiment rentrés en moi. Et je me suis dit, mais c'est tellement juste. Ça m'a semblé tellement juste ce qu'elle disait. Donc, elle dit, à propos de la philosophie, « Je crois que c'est la seule chose qui m'habille en toutes circonstances. Ce n'est pas une posture, c'est une forme d'ossature, de colonne vertébrale, un support pour traverser les temps, que ce soit la joie qui submerge ou la peine qui assaille. D'aussi loin que je me souvienne, la philo m'a éclairée, et pourtant elle n'a jamais été facile. Simplement, elle m'a soumis des propositions. Elle m'a forcé à la vigilance, à une conscience de moi toujours éveillée, me permettant même parfois d'aller de l'angoisse à la sérénité. La philosophie m'a autorisée à prendre de la hauteur, à méditer sur mes actions, à maîtriser mes désirs et mes passions. Au bout du compte, ce qu'elle m'aide à faire quotidiennement, c'est tenter de donner une perspective à cette curieuse interrogation. Comment vivre ? Ou plutôt, comment bien vivre ? Comment vivre face aux difficultés ? Comment vivre face aux incompréhensions ? Comment vivre face aux obstacles que nous rencontrons ? Ce ne sont pas les auteurs qui me tendent des réponses, ce sont les questions qu'ils me soumettent, qui m'élèvent, me redressent, m'illuminent. Cette philosophie est une manière de vivre qui appartient à tout le monde. Elle est exigeante, elle n'aime pas le bavardage, cependant, elle n'est pas réservée à une élite. Elle nous appartient à tous, ici et maintenant. » Et en fait, quand j'ai lu ça ce matin, ça m'a bouleversée. Et c'est vraiment ce que je ressens quand j'écoute de la philosophie ou quand j'assiste à des conférences. C'est voilà. Donc la philosophie, après les sciences, c'est vrai que j'aime bien m'interroger et me questionner sur des sujets scientifiques. Je pense que ça vient aussi de mon passé, puisque j'ai plutôt démarré
dans l'univers de la science, des sciences. Et la notion de bien-être. Mais en fait, ça peut paraître un peu galvaudé dit comme ça, mais c'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Je suis pas mal attirée par la spiritualité aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de sujets et en même temps, j'aime bien justement aller faire des liens entre ces sujets qui sont en apparence pas forcément connectés les uns avec les autres, mais au final, il y a toujours quand même un lien. En tout cas, toi, tu le fais. Oui, c'est le principal. Voilà. C'est ça. Je te pose la première question rituelle de Chamad. Qu'est-ce que le beau pour toi, Virginie ? C'est une belle question. C'est vraiment une belle question. Je dirais que déjà, pour moi, c'est un besoin. Je sais que ça fait pas partie des besoins primaires, mais je le considère comme tel parce que si je ne mets pas assez de beau dans ma vie ou si je ne suis pas suffisamment au contact de beau dans ma vie, je dépéris. Donc je dirais que c'est un besoin. C'est une forme d'évidence. Souvent, quand je suis témoin de quelque chose de beau, ça passe pas trop par l'intellect en fait. Ça vient directement réveiller des sensations. Donc c'est de l'ordre du ressenti. Mais en même temps, là je te dis que ça passe pas par l'intellect, mais quand même un peu, parce que si c'est beau pour moi, ça veut bien dire que ça va me rappeler quelque chose, ça va me rappeler une personne, ça va me rappeler un souvenir, ça va venir réveiller une valeur. Donc forcément ça passe un peu par l'intellect, mais c'est trop rapide pour le conscientiser. Donc c'est une histoire de ressenti. Et ensuite, souvent, je trouve que c'est méditatif. C'est-à-dire qu'il y a du beau qui peut me mettre à l'arrêt. Je peux passer des heures devant un tableau ou devant une phrase qui a pu me toucher profondément. Donc j'ai l'impression que ça me coupe dans mon élan de vie, en fait, un peu. Ça me met à l'arrêt. Donc il y a un côté méditatif que je trouve assez beau. Et après, il y a cette idée de transformation. Je trouve ça beau, en fait, quand les choses se transforment. Je sais pas si c'est clair, mais quand tu passes d'un état à un autre ou quand tu assistes à la transformation de choses, je trouve ça... Si tu as un exemple, c'est bien. Typiquement, quand je crée, je passe de papier vierge, de grandes feuilles de papier vierge nues, à finalement des créations où les papiers sont assemblés les uns avec les autres. Et je parle pas du résultat final de ma création qui est belle, mais je parle de cet état de transformation où on passe de papier vierge à un assemblage de papier. Je trouve ça beau. Et oui, non, pour être un peu plus concrète quand même, c'est vrai, parce que là, je pars un peu dans... T'inquiète, c'est toujours comme ça. Au début, c'est le beau concept, et ensuite... D'ailleurs, tiens, c'est marrant. C'est une marque, ça, mais bref. Et ensuite, c'est le beau illustré. D'accord. Alors, le beau illustré... Bon, évidemment, il y a la beauté des mots. C'est vrai que ça m'arrive souvent de lire des mots ou de lire des phrases et qu'elles m'imprègnent pendant un certain temps. Et c'est pour ça que je note souvent, en fait, que ce soit sur mon téléphone ou dans mes carnets, je note souvent des mots ou des phrases qui m'ont fait vibrer. Donc la beauté des mots, ça c'est certain. Bon, évidemment, la beauté dans la nature, la mer, je trouve ça sublime. Enfin, il y a quelque chose de très apaisant, de reposant. Mais je crois que ce qui vraiment, moi, me bouleverse et m'émeut au plus profond de moi, c'est la vulnérabilité des gens. En fait, c'est quand, dans une conversation, on sent que la personne, ou même que moi-même, je livre mes vulnérabilités. En fait, ça m'émeut vraiment parce que, du coup, on sent qu'il y a une authenticité et quelque chose d'assez pur. Donc ça, je trouve ça très beau dans les relations humaines, quand on sent que la personne en face de soi se livre de façon intime et vulnérable. Merci pour ça. On va parler d'art, ça te va ? Ouais. Je voulais savoir, pour commencer, quelle place occupait l'art dans ta vie d'enfant ou d'adolescente ? C'est une question qui est intéressante parce que je me la suis posée régulièrement pour comprendre comment j'en étais arrivée là aujourd'hui à faire de mon métier un métier de création artistique, alors que sur le papier rien ne m'était destiné à
à faire ça et à être avec toi aujourd'hui. Pour être honnête, j'ai pas énormément de souvenirs de moi enfant. En revanche, j'ai quand même des souvenirs artistiques. Je me souviens de moi en train de jeter de la peinture par terre sur des feuilles, de dessiner, etc. Donc ça, j'ai des souvenirs qui sont assez clairs. Et après, ça par contre, je m'en souviens très bien. J'ai passé énormément de temps dans les musées, dans les châteaux. J'ai une maman et une grand-mère qui nous emmenaient très régulièrement voir des choses, en tout cas participer à des activités culturelles. Et ça, je suis sûre en fait que ça m'a vraiment imprégnée. En fait, mon œil a été au contact de l'art assez tôt et ça a vraiment imprégné ma rétine. Et j'avais d'ailleurs un oncle qui était peintre. Et quand je te parlais de souvenirs en lien avec l'art, je me souviens que souvent, mais je suis incapable de dire pourquoi, mais souvent j'allais dans la chambre de mes parents et j'ouvrais un livre dans lequel il y avait une de ses œuvres. Et je la regardais. Et en fait, je crois que j'étais hyper fière qu'il y ait la mention de mon oncle dans un livre d'art. Je serais incapable de dire dans quel livre c'était. Et souvent, oui, je me souviens vraiment bien de ce moment où j'allais dans la chambre de mes parents, je cherchais dans la bibliothèque le livre et je l'ouvrais et je voyais son tableau. Je sais pas pourquoi je te raconte ça maintenant, mais ça me revient. Donc oui, l'art a occupé quand même, je pense, une place importante, mais un peu à mes dépens. Je pense que j'ai un peu subi, parce que spontanément, je sais pas si j'aurais demandé à mes parents d'aller voir une exposition ou d'aller... c'est plutôt... je l'ai plutôt reçu, je dirais. Reçu et tu y as été ouverte. Oui, j'étais très réceptive. Ça, c'est vrai que j'ai toujours été assez réceptive et même, tu vois, c'est vrai que tu me posais la question à l'époque de l'adolescence, je t'ai plutôt répondu dans l'enfance, mais à l'époque de l'adolescence, j'allais très souvent faire des expositions seule. C'est quelque chose qui me plaisait. Et quand je suis arrivée à Paris, je passais beaucoup de temps en fait dans les musées. Tous les week-ends, je crois que j'allais au musée en fait. Alors que je faisais un métier qui n'avait pas grand-chose à voir avec le monde de l'art. Et ça me fait aussi penser que à l'époque, donc j'habitais pas ici, j'habitais dans un autre appartement. Et mon appartement était rempli de reproductions d'art, de livres d'art, d'objets aussi. Et je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, je fais un métier, je travaillais dans l'industrie cosmétique, j'avais absolument aucun produit de beauté dans ma salle de bain, c'était absolument minimaliste, mais par contre, mon appartement regorgeait de choses en lien avec l'art. Et ça m'avait interrogée. Bon, après, je dis pas qu'il faut absolument faire de son métier... ses centres d'intérêt, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était intéressant de voir ce grand écart entre une salle de bain absolument minimaliste où il y avait juste une crème de soin versus un appartement qui était rempli d'objets d'art. Oui, c'est vrai que rétrospectivement c'est rigolo. C'était rigolo. Voilà, quand j'y repense aujourd'hui, voilà, je trouve ça assez touchant. Alors tu l'évoques là. Tu as une formation de docteur en pharmacie, oui. C'est ça, et tu as bossé dans la communication scientifique, c'est ça, pour des marques cosmétiques. Ouais. Et alors là, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé et comment tu es. Alors, est-ce que c'était vraiment un grand écart ? Je sais pas, vu ce que tu viens de dire, mais en tout cas, comment tu t'as décidé de te consacrer à une pratique artistique ? C'est une question. Qui est difficile, mais en même temps, si je regarde un peu en arrière, je crois que le fil un peu, tu vois, conducteur qui m'a menée ici, c'est cette sensibilité pour l'autre, cette empathie pour l'autre. C'est vrai que moi, au départ, quand j'étais plus jeune, je voulais faire médecine, parce que... je trouvais ça hyper beau de soigner les gens, de s'occuper d'eux. Et puis il y avait un côté un peu... tu sais, c'est une grande ambition de vouloir sauver le monde. Il y avait un peu de ça. Et en fait, j'y suis pas allée parce que j'avais pas confiance en moi. Et aussi, je pense, rétrospectivement, parce que je pense que j'aurais pas été à l'aise avec la mort et la maladie. Donc j'ai choisi une voie un peu plus douce, que sont les études de pharmacie. Et je me suis dirigée vers du coup l'industrie cosmétique. Je pense à l'époque qu'il y avait un petit côté strass et paillettes que je trouvais sympa. Mais finalement, si je regarde les marques sur lesquelles j'ai travaillé,
C'était pas vraiment strass et paillettes, c'était plutôt des marques assez engagées pour la santé des femmes, des hommes, à la limite de la dermatologie. Donc on était vraiment dans le soin, dans le prendre soin, ce qui correspond vraiment avec ce dont je te parlais au début. Et puis un jour mon corps m'a dit stop en fait. Mon corps m'a dit stop. J'avais, je crois, une vie qui, globalement, et là je parle vraiment globalement, hein, je le relie pas forcément à quelque chose de particulier, mais je crois que j'avais une vie qui me correspondait plus tout à fait. Et mon corps, j'ai eu une rupture intérieure et une rupture physique assez violente. Et c'est parce que mon corps m'a dit stop que j'ai dû du coup réinventer ma vie et prendre un autre chemin. Je pense que si j'avais pas eu cette rupture physique, j'aurais probablement continué parce que c'est vrai que j'ai un mental très fort, je suis extrêmement déterminée, très résiliente aussi. Et je sais que c'est une qualité, mais pour moi, c'est aussi mon talon d'Achille, clairement. Et voilà, et parce que ce corps m'a dit qu'il fallait changer, j'ai dû du coup changer. Et ça demande de la lucidité, du courage de changer. Faut être lucide sur sa condition, sur ses capacités, et il faut avoir le courage de mettre en place les choses du coup pour changer. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Et c'est vrai que l'art à ce moment-là m'apportait beaucoup de sérénité. C'était vraiment mon espace à moi, qui me coupait aussi un peu du monde. Ça veut dire que tu créais déjà Je créais déjà un peu parallèlement. Un peu en parallèle, Okay. exactement. D'accord. Et c'était un peu ma chambre à moi, Okay. si je peux parler comme ça. Mais c'était vraiment l'espace où il n'y avait pas besoin de mettre des mots. C'était uniquement des couleurs et des formes. Et il y avait un côté, j'avais l'impression de libérer un peu des choses. Et puis de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai quand même passé de plus en plus de temps à créer. Et voilà, c'est vrai que le jour où mon corps m'a dit stop, ça a un peu rebattu toutes les cartes. Et après, qu'est-ce qui a fait vraiment que je me suis mise à faire de cette création artistique mon métier ? Je dirais que c'est les rencontres. Finalement, c'est une histoire de rencontres. C'est toujours un peu ça. Mais là, je l'ai vraiment expérimenté, donc je peux le dire. C'est des rencontres et des rencontres avec les bonnes personnes. Bon, bah ça se prémédite pas, malheureusement. Hein. Toutes les rencontres sont pas fortuites, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, là, ça a été des bonnes rencontres qui... tu sais, c'est un peu le principe des petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai que moi, je connaissais absolument rien au monde de l'art. Et puis, j'ai été en contact avec une personne, puis deux, puis trois. Et puis, de fil en aiguille, en fait, c'est devenu pour moi une évidence qu'il fallait que je construise une petite place dans ce monde-là. Et que c'était le bon moment aussi. Je pense qu'il y a toujours un moment dans la vie, tu sais, cette histoire de momentum. Et là, c'était le bon moment. Mais en fait, ça nécessite du travail, de rencontrer les bonnes personnes. Moi, j'ai envoyé beaucoup de messages à des gens que je connaissais pas. Parfois, ça aboutit sur une rencontre très positive, mais parfois, tu sens que la personne, elle a pas de temps à t'accorder. Et du coup, elle te fait comprendre que, en fait, elle préfère que vous vous appeliez, et puis ça dure 10 minutes et c'est terminé. Enfin, donc en fait, les rencontres, bien sûr, c'est capital, mais il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, il faut faire l'effort, il faut travailler dur pour se connecter aux bonnes personnes qui vont pouvoir justement te permettre d'avancer sur ton chemin. Et voilà. Et après, c'est vrai que parfois, tu as des rencontres que t'es pas allé chercher et qui viennent à toi de façon assez improbable, qui débouchent sur des choses aussi très belles. Mais oui, le tout, c'est de pas juste attendre que ça vienne. Quoi. Ouais. Mais ça va bien avec ce que tu disais au début, que tu étais déterminée et dans l'action. Donc, c'est assez raccord. C'est vrai. Ça va, je suis cohérente. Ouf. J'ai une question qui est passée comme ça et j'ai pas réussi à la choper pendant que tu étais en train de parler. Ça te reviendra peut-être. Ah là là, c'est pas vrai, je déteste ça quand ça fait ça. Par rapport à ce que tu étais en train de dire, bon, c'est pas grave. Tant pis. Ça reviendra peut-être. Tu en as parlé au début, tu dis que par ton art, tu veux prendre soin. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour les autres ? Prendre soin ? Prendre soin. Ouais.
De façon, si on prend le prendre soin de façon générale, après peut-être qu'on parlera de l'art, mais la première chose qui me vient en tête, c'est le mot responsabilité. Je pense que, en tout cas pour moi, j'ai une responsabilité à prendre soin de moi. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller mal, c'est pas du tout le propos, parce que moi il y a eu des moments dans ma vie où c'était une nuit très noire, et ça allait pas très bien, mais je crois qu'on est responsable de prendre soin de soi, et c'est le chemin, enfin c'est le travail d'une vie en fait, d'apprendre à se connecter, d'apprendre à savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit d'énergie, ce qui nous déplète en énergie. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que disait Perla Servan-Schreiber. Elle disait on est tous égaux face au temps, on a tous 24 heures dans une journée, par contre on est tous inégaux face à cette notion d'énergie. On n'a pas tous les mêmes niveaux d'énergie, et on se remplit pas, et on se déplète pas tous de la même façon. Tu vois, moi je suis quand même assez introvertie, je suis une introvertie qui aime les gens, mais pour me recharger en énergie, j'ai besoin d'être seule. Pareil. Et j'ai des amis, c'est complètement le contraire. Voilà. Mais dans tout ça pour dire que pour moi, c'est vraiment une responsabilité. Et ensuite, finalement, c'est des choses assez simples de prendre soin de soi, dans le sens où c'est un peu des piliers. Il y a l'alimentation, bien dormir, être en mouvement physiquement et aussi intellectuellement. Et après, il y a quelque chose, moi, que j'arrive pas du tout à faire, mais qui est absolument nécessaire, c'est faire du vide. C'est des moments où, en fait, on a l'impression de rien faire, mais il se passe plein de choses, mais où, en fait, on n'est pas dans une activité de faire, mais plus d'être. Et ça, moi, clairement, je n'arrive pas encore à le faire. Après, prendre soin des autres, j'ai envie de répondre que c'est quand tu les écoutes, d'arriver à percevoir quand tu sens que c'est fragile. Je sais pas si c'est clair. Mais bien sûr, prendre soin au quotidien, ça veut dire s'intéresser aux autres, passer du temps avec eux, etc. Mais le prendre soin au regard des autres, je le vois plus quand tu sens que ça faiblit un peu, d'être suffisamment alerte pour le voir, et du coup d'être là pour eux quand ils en ont besoin. Et même d'anticiper un peu ce moment-là de bascule. Sinon, par rapport à mon art, si on revient en arrière sur ce que je disais, ce côté assez harmonieux, poétique, clairement, je pense que c'est parce que j'ai envie de donner des choses harmonieuses à voir, en fait. Je crois beaucoup que ce qui nous nourrit, que ça soit visuellement ou sensoriellement, impacte beaucoup notre être, en fait. Donc je me vois un peu, je me sens aussi responsable de ce que les autres vont mettre devant leurs yeux. Je sais pas si c'est clair, mais si, très clair. Donc il y a ça. Après, c'est vrai que l'art est arrivé, moi, dans ma vie avec une dimension assez thérapeutique. Donc il y a eu cette connexion avec le prendre soin qui a été assez immédiate, et ça, on pourra d'ailleurs en reparler, mais comment est-ce que c'est vraiment arrivé, comment j'en suis venue à créer, c'est clair, et à la fois pas si clair que ça pour moi, mais on pourra en reparler. Quand tu veux. Voilà. Et non, qu'est-ce que je te disais Oui, et prendre soin avec mon art, c'est en fait mettre mon art à profit de causes qui vont faire avancer la santé, la science, et donc par ricochet aider les autres, en fait. Donc j'ai eu des projets, notamment un projet qui m'a... Ouais, que j'ai trouvé vraiment très beau, pour le coup, ce projet de design d'un carré en soie avec un collectif de femmes qui s'appelle Band of Sisters, et notamment avec Cécile Fricker-Lehanner. Donc on a designé ensemble un carré en soie, et il a été vendu, et tous les bénéfices ont été reversés à Gustave Roussy. Et en fait, là j'ai vraiment l'impression de prendre soin de femmes qui ont un cancer du sein, parce que cet argent-là, il va servir à faire avancer la recherche, donc à trouver des nouvelles thérapies, peut-être même à prévenir le cancer. Donc je trouve ça, c'est assez incroyable quand même. Ça veut dire que dans ta pratique et dans ton quotidien d'artiste, tu intègres des projets de soins comme ça, consciemment. Oui. Tu les mets dans je sais pas si tu les mets dans ton agenda, mais en tout cas, ils font partie de ta pratique, et tu sais que tu vas avoir des projets de ce type à mener. Oui. Okay. En tout cas, je sais pas si je vais en avoir à mener, parce que ça dépend des opportunités, mais je cherche des opportunités en lien
avec ses causes connectées à la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. C'est vraiment une forme d'engagement. Ok. C'est très important pour moi. Donc c'est pour ça que tu vois le grand écart entre médecine et finalement être artiste, il est pas si éloigné que ça finalement quand on regarde en arrière. Ouais. Est-ce que c'est le moment pour parler de ce dont tu disais que ça allait venir plus tard sur le côté, le parcours thérapeutique de ton art ? Oui. C'est vrai que, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi l'art est arrivé dans un moment de ma vie où j'ai eu une vraie rupture intérieure et je crois que j'avais besoin de m'échapper un peu de ce quotidien. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'en suis venue à faire du collage papier ? C'est pas tout à fait clair pour moi. Bien sûr, je me souviens de cette conversation que j'ai eue avec une de mes sœurs qui m'a mis un peu la puce à l'oreille sur le collage papier, mais tu sais, ça aurait pu rentrer dans une oreille et sortir par une autre. Or, pas du tout, en fait. Le soir même de cette discussion... Elle t'a donné l'idée, en fait ? Oui, ou elle t'a... oui. Okay. On a eu une discussion et elle m'a dit « Mais pourquoi tu te mettrais pas à faire du collage papier ?» Et là, je me suis arrêtée. Je me suis dit « Mais oui, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. » Et le soir même, j'allais acheter des papiers et en fait, j'ai commencé à créer et ça sortait tout seul. Wow. Donc, j'avais des pages blanches. Enfin, je mettais des grandes feuilles blanches devant moi et j'ai créé pendant des mois comme ça, mais sans me poser de questions. C'est comme si c'était déjà en moi. Et ça, en fait, j'ai appris récemment que il y avait un terme. C'est l'amnésie induite de l'expertise. C'est quand tu te souviens pas pourquoi est-ce que tu sais faire quelque chose. Wow. Et en fait, je pense que ça a un lien avec ce que je te disais précédemment sur le fait que plus jeune, j'ai été beaucoup au contact de l'art, que les musées et les cathédrales ont été un peu mes écoles. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Niki de Saint-Phal qui dit ça, mais je trouve que c'est joli. Ouais. Et je me reconnais bien là-dedans. Et vraiment, mon œil a beaucoup, beaucoup reçu. Et même si ma main n'avait pas pratiqué, mon œil avait beaucoup pratiqué. Et à un moment donné, c'est comme si j'avais digéré tout ce que j'avais reçu pour le retraduire. Mais c'était déjà, en fait, à l'intérieur. Donc, c'est pas du tout un don. Moi, je crois pas au don. Mais je pense qu'en fait, j'avais travaillé, mais d'une autre façon. J'avais pas travaillé dans le faire, j'avais plus travaillé dans l'observation. Ouais, Et t'as ressenti quoi quand les premiers collages que tu as faits qui sortaient de toi comme ça, un peu comme par magie, tu t'es regardé faire et tu t'es dit oh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, ou au contraire c'était naturel et t'avais déjà l'impression d'être à ta place ? Non, c'était très naturel. Okay. Ou plutôt oui, du coup. C'était très naturel, j'avais vraiment l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. Wow. Et la première sensation que j'ai reçue, c'est un soulagement. En fait, je me suis sentie soulagée et je pense que c'est parce que j'ai sorti des choses en moi qui avaient besoin de sortir et que j'arrivais pas à sortir autrement. Et du coup, c'est comme si je me vidais de choses qui étaient stagnantes. Donc un soulagement. Et c'est vrai, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, mais comment est-ce que t'as fait pour passer à côté de ça ? Ça fait 30 ans que tu es sur cette terre et t'as mis 30 ans ça a mis 30 ans à sortir. Donc j'ai eu un peu peur, je me suis dit, mais tu sais, moi je me pose souvent les questions existentielles, passer à côté de sa vie, etc. Et j'ai tout de suite pensé à ça. En fait, j'aurais pu complètement passer à côté de ma vie si je m'étais pas mise à créer, parce qu'en fait, ça m'apporte tellement de belles choses aujourd'hui que je serais passée à côté d'un pan énorme de moi, en fait, d'une facette de ma personnalité. Et c'était effrayant de se dire, voilà, ça a mis 30 ans à se déployer. Et aujourd'hui, du coup, je me posais la question, je me disais, et s'il y avait autre chose en moi, une autre facette qui se déployait ? Je sais pas, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que j'ai pris un peu peur, et cette peur était aussi, je pense, un peu, entretenue par mon entourage qui comprenait pas vraiment d'où ça sortait, en fait. C'est vrai que moi, j'ai été connue pour être la rationnelle, la scientifique, la carrée, et ce côté très créatif ne correspondait... Enfin, c'est pas créatif, parce que tout le monde est créatif, mais ce goût pour la création ne correspondait pas du tout avec la personnalité que
que j'avais et en tout cas ce que je donnais à voir aux gens. Donc oui, un soulagement énorme, le sentiment d'être à ma place, le sentiment que ça sonnait juste, que ça sonnait vrai. Donc ouais. Et donc là, on parle de combien de temps en arrière ? Ces premiers collages ? C'était 2019. 2019, ok, d'accord. C'est assez récent quand même. Ouais. Donc je suis curieuse de savoir comment se passe le processus créatif et la création d'une œuvre. Comment ça commence ? D'où tu pars ? Est-ce que tu écris ? Est-ce que tu... Bref, comment tu te nourris ? Est-ce que tu te nourris ? Est-ce que... Tout ce que tu veux sur la création d'une œuvre. Alors autant j'adore les routines, j'adore les rituels, autant sur le plan de la création artistique, il n'y en a absolument pas, à mon grand désespoir. Parfois l'idée vient et parfois elle vient pas, même si on a beau passer beaucoup de temps à la chercher. Non, néanmoins, il y a quand même des choses qui reviennent souvent, et c'est ce que tu disais, l'écriture. Je passe quand même beaucoup de temps à écrire. J'écris sur ce que je traverse dans ma vie, donc des ressentis, des situations de vie aussi où parfois je me sens en difficulté, ou des réflexions de vie. J'écris des mots parfois, juste des mots, mais je prends beaucoup de notes en fait. Dans la journée, je suis souvent sur mon téléphone à écrire quelques pensées ou sur un carnet, mais ça c'est plutôt le soir ou le matin. Donc je pense que j'ai besoin de ce sas où je mets à l'écrit des pensées, des réflexions avant que ça se transforme avec des couleurs et avec des formes. C'est comme si il y avait ce sas un peu où je pose par écrit avant que ça devienne vraiment une création à proprement parler. Après, ce qui me nourrit, c'est évidemment d'aller voir des expositions, d'entendre des artistes parler, mais c'est aussi tous les sujets annexes finalement. Tu vois, la philosophie, on en parlait en début d'épisode, mais en ce moment, la philosophie, elle nourrit énormément mon travail. Toutes ces questions de vie, de mort, de solitude, de relations humaines, tout ça, ça vient vraiment alimenter la machine. Après, c'est vrai que depuis quelque temps, je m'intéresse énormément au corps féminin. C'est une thématique qui occupe une place quand même très importante dans mon art. Mais en fait, elle évolue. C'est-à-dire que tu vois, en ce moment, je m'intéresse à rendre visible l'invisible. Donc c'est un lien avec le corps, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qu'on voit pas, qu'on peut pas palper. Et pourquoi j'en suis venue, par exemple, à m'intéresser à l'invisible ? Parce que j'ai entendu une phrase de Christophe André qui disait c'est pas parce que c'est impalpable que ça n'existe pas. Et en fait, quand j'ai entendu cette phrase-là, je sais pas, elle est restée pendant longtemps dans ma tête et j'en suis après venue à créer sur les émotions, sur tout ce qu'on ne voit pas visuellement. Au-delà du corps charnel, en fait, on a plein de corps, on en a plein. On en a 6 ou 7, je sais plus. Mais ces corps-là qu'on ne voit pas, mais qui sont en lien avec nos énergies, nos émotions, etc. Donc voilà, tu vois, dans ce cas-là, ça peut être une phrase qui a retenu mon attention, qui m'a un peu habitée. Ça peut être aussi dans un musée, je vais voir une œuvre, je vais la prendre en photo, et puis après je vais la re-regarder plusieurs fois, et puis je pense que ça m'imprègne, et après je vais créer, et forcément il y aura un lien entre les deux. Et ça, je m'en rends compte pas forcément sur le coup, plutôt a posteriori. Oui, parce que t'es pas dans une démarche de recherche, tu te dis pas... Pas tellement. Ouais, c'est ça. Pas tellement. Okay. Je suis pas dans mon processus de création, je suis pas dans une phase où je vais rechercher absolument du contenu pour créer. Je suis plutôt dans une phase où je me nourris de choses qui me touchent, qui m'intéressent, qui me plaisent. Donc il y a une forme de spontanéité aussi. Et après, tout ça est digéré et influe sur ma pratique. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ce processus aussi de création, il est très, très bénéfique. Tu sais, d'avoir une phase vraiment de recherche où tu t'intéresses à un sujet spécifiquement et tu regardes comment il a évolué dans le temps, tu fais des liens avec l'histoire de l'art, etc. Mais je pense que c'est mon côté autodidacte qui, du coup, me fait prendre un autre chemin, un chemin un petit peu plus naturel, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et quand tu es à ta table sur laquelle on a installé le matériel, là, avec les framboises délicieuses et les myrtilles,
Comment ça se passe? En fait, j'ai envie qu'on puisse dresser se faire une image de toi devant ta table. Est-ce que tu es debout, assise? Est-ce que tu bouges beaucoup? Est-ce qu'il y a du son dans la pièce? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Etc. Alors déjà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je fais souvent des petits dessins dans un cahier, mais c'était pas le cas avant. Pendant très longtemps, j'avais une feuille blanche et puis je découpais mes papiers, j'assemblais et voilà, il y avait une forme de spontanéité un peu déroutante. Aujourd'hui, c'est moins le cas. J'ai quand même besoin, je crois, de faire des dessins sur ce cahier, de dessiner des formes. Et puis parfois, il y en a une qui retient mon attention. Et je sais que ça va être le point de départ de la création. En fait, je la visualise un peu à l'avance, à partir de cette forme-là. Mais sinon, comment ça se passe ? Je peux être debout, je peux être assise, mais généralement, je suis debout parce que ça me donne plus de hauteur sur la création. Souvent, j'ai mal aux mains. Parce qu'en fait, découper le papier de façon minutieuse et tout ça, on ne se rend pas compte, mais j'ai souvent des ampoules aux mains. Au niveau de l'atmosphère, c'est pas du tout l'atelier que tu vois là aujourd'hui. Donc là, tu as la version rangée de l'atelier qui arrive 1 ou 2 fois par an. Mais sinon, il y a des papiers partout, il y a des pots avec de l'eau, il y a des encres, il y a de l'acrylique, enfin, il y en a un peu partout. Ça déborde un peu. Mais je crois que j'ai besoin d'avoir un peu tout posé partout pour justement me laisser porter par le processus. Au niveau de l'atmosphère, soit je crée en silence, mais c'est quand même assez rare, soit je crée en musique, mais c'est pas n'importe quelle musique, soit c'est de la musique, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais ce sont des bruits blancs. Donc par exemple le koshi, j'adore écouter en boucle le koshi. Parfois ça m'arrive aussi d'écouter le bruit de la mer de temps en temps. Et là, ça veut dire que j'ai vraiment besoin d'aller à la mer. Mais sinon, oui, c'est beaucoup de musique classique. C'est vrai que j'écoute beaucoup de musique classique. J'ai besoin d'une musique sans parole pour être vraiment dans quelque chose, dans le ressenti, et de pas être parasité par des paroles ou par des mots qui vont me ramener à l'intellect. Ou alors, c'est des musiques que je connais par cœur et du coup, je m'intéresse même plus au sens des paroles. C'est neutre. Et c'est vrai que par contre, j'aime bien les musiques tristes. En fait, je crois que j'ai besoin d'être dans un état Alors, je suis assez mélancolique de nature, mais j'ai besoin de pousser un peu cette mélancolie quand je crée. J'ai besoin d'être dans un état d'esprit un peu triste, un peu nostalgique. Et ça, je sais pas pourquoi en fait. Mais quand je suis hyper joyeuse, super bien, en fait je sens que c'est moins fluide et j'arrive pas à l'expliquer pourquoi j'ai besoin d'avoir des états d'âme pour sentir que c'est fluide, que les idées elles viennent et que je me pose pas trop de questions. Donc bon, c'est pas non plus hyper positif quand même d'avoir besoin d'être dans un état un peu triste pour créer, mais ça dépend si tu arrives à en sortir facilement après. Si, j'arrive à me décrocher de ça après. Surtout quand ce qui vient vraiment, je crois, c'est pas tout à fait vrai que je sois hyper triste tout le temps pendant l'acte de création, mais il y a toujours un petit point de bascule où en fait, quand je crée au début, je sais où je vais partir, mais en même temps, je sais pas trop où je vais partir, donc je suis pas tout à fait satisfaite de moi, je cherche, je tâtonne, et après, il y a un point de bascule où là, ça y est, je sais qu'il y a l'harmonie que je veux qu'il y ait, que c'est rond, que voilà. Et ce petit point de bascule, c'est vrai qu'il me fait passer d'un état où je suis un peu un peu triste à un état où ça y est, il y a une petite flamme qui vient se réveiller. C'est assez c'est assez étrange. De toute façon, je crois que tous les processus sont un peu étranges. Ouais. C'est quand on commence à les expliquer. C'est ça. Là, je me dis, mais mince, je suis un peu bizarre quand même. Non. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une courte partie de ping-pong ? Allez. Tu vois le concept dans les épisodes de Chamad? Oui. On se lance des mots et
Et donc, le premier mot que je te propose, choisis toujours un premier mot qui a un lien plus ou moins direct avec la faiseuse ou le faiseur de beau. Et donc, le premier mot pour toi, ce sera Matisse. Bleu. Danseuse. Corps. Mal. M-A-L. Beau. Feu d'artifice. Ne me demande pas. Couleur. Rouge. Cœur. Sang. Vie. Fœtus. Maternité. Dur. Joie. Merci. Rire. Spontanéité. Sautillement. J'ai encore envie de dire joie, mais du coup non. Je sais pas pourquoi, mais enfance. C'est marrant, c'est le même qui m'est venu. Marelle. Jeu. E-U-X. Oui. Cap ou pas cap? Marion Cotillard. Bon, je vais pas dire Guillaume Canet, je vais dire autre chose. Marion Cotillard. Ça nous emmène loin, là. Ouais, t'as vu ça? On ne pas trop réfléchir. Cinéma. Évasion. Panorama. Paysage. Cévennes. Oxygène. Poumon. C'est marrant, j'ai encore envie de dire bleu, mais non. C'est pas grave, hein, tu censures pas. Ouais, bleu, sinon... Ouais, bleu, du coup. Bleu. Clin. Art. C'était facile, ça. Essentiel. Ouais, indispensable. Vie. Chemin. J'en dis un dernier, je te laisserai le mot de la fin. Caillou. Bon, c'est plusieurs mots, mais pas après pas. Super. Merci. Merci à toi. Plus je fais ce jeu, plus j'adore. Ah là là. Donc on est passé de Matisse à pas à pas. Pas à pas. Ouais, c'est pas mal. On peut parler de tes inspirations. Je sais que tu distilles ça un peu quand tu parles de ton travail, mais tu parles de Matisse et de Niki de Saint-Phal particulièrement. On les a cités d'ailleurs 2 fois là, dans l'interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire sur... Mais je sais pas, peut-être ta rencontre avec chacun des 2 Ouais. Par quelle œuvre ou par quel musée ou par quelle porte? Niki de Saint-Phal, c'était... Je crois qu'il y a eu une rétrospective au Grand Palais de mémoire, ou c'était au Petit Palais, je sais plus. Mais c'était dans un musée. J'avais déjà été en contact avec elle avant, mais je me suis vraiment intéressée quand j'ai fait cette exposition-là. En fait, Niki de Saint-Phal, pour moi, c'est une femme qui était vraiment très courageuse, très audacieuse. Elle a vécu à une époque où la condition de la femme n'était pas si évidente que ça, et tu vois, elle est née dans une famille catholique, hyper bourgeoise. Elle s'est mariée en cachette. Elle a fui l'Amérique pour venir en France parce que le système politique de l'époque lui convenait pas. Enfin, tu vois, elle savait ce qu'elle voulait, quoi. Elle était aussi autodidacte. Elle refusait d'aller aux Beaux-Arts parce que elle disait que elle voulait pas être influencée par un vocabulaire ou par des techniques. Et je trouve ça assez fort quand même d'affirmer ça par choix, en fait, par conviction. Et c'est vrai que c'est aussi une des premières femmes qui a vraiment mis la femme au centre de sa création. Et pas juste pour une dimension physique, comme ça avait pu être peut-être le cas à d'autres époques, mais vraiment pour la place de la femme en tant que telle dans la société. Et ça m'a bouleversée. Enfin, je crois que c'est à la fois son histoire et aussi évidemment son univers que je trouve lui aussi très poétique, alors qu'en fait elle a eu des drames dans sa vie immenses. Atroce. Elle a eu des abus quand elle était plus jeune, et en fait elle a transformé, et d'ailleurs ça je crois qu'elle le dit, je veux pas me tromper, mais elle le dit, qu'en fait ce qui l'intéressait dans la création, c'était de créer de la poésie à partir de la déconstruction. Donc en fait, on sentait que c'était une femme qui avait probablement dû déconstruire pas mal de choses, ou alors, en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui l'avaient profondément déçue, et
Enfin, je veux pas parler pour elle, mais... Et en fait, elle a réussi à transformer ça en poésie, et ça se ressent beaucoup dans son travail. Et il y a un côté aussi très enfantin, que j'aime beaucoup, moi aussi. Moi, je suis pas du tout dans l'enfance, dans le... Ouais, en tout cas, quand je vois ses œuvres, j'aimerais bien être dans ce côté un peu enfantin. Donc voilà, non, c'est vrai que Niki de Saint-Phalle, c'est vraiment une artiste qui m'inspire beaucoup, à la fois pour ce qu'elle était en tant que femme, mais aussi ce qu'elle a produit. Matisse, ce qui m'inspire, c'est qu'il a eu des moments dans sa carrière où il était plus trop inspiré. Et en fait, il n'a pas du tout subi ça. Il a beaucoup voyagé pour justement retrouver cet élan dans la création. Et ça, je trouve ça beau, en fait. Quand tu vis une phase un peu... Tu sens que tu es dans une impasse, de te dire, attends, l'idée, c'est pas de rester là trop longtemps, c'est de trouver des solutions. Donc j'aime bien cet état d'esprit-là. Et aussi, ce qui m'a beaucoup émue, c'est qu'il a vraiment créé jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, il a été assez malade à la fin de sa vie. Et il y a une infirmière qui était aussi je sais pas si elle était nonne ou c'était une sœur dans une église, qui s'est beaucoup occupée de lui. Et pour la remercier, il a fait du coup les vitraux de la chapelle à Saint-Paul de Vence. Et ça m'a vachement émue, en fait, comme histoire. J'ai trouvé ça beau, déjà de créer. C'était la dernière œuvre de sa vie, il a créé, il était quand même pas très bien. Et de laisser cette trace-là, entre autres pour une femme qui s'était beaucoup occupée de lui, j'ai trouvé que c'était beau. Et évidemment... Bon, après, Matisse, il a eu plusieurs périodes dans sa vie. Hein. Il n'a pas fait que des collages et des papiers gouachés. Mais moi, c'est vraiment cette phase-là, je crois, qui, en tout cas, quand je la regarde, vraiment me transporte le plus. Il y a une forme de simplicité. Et à la fois, ça t'emmène loin. Enfin, on recherche souvent des choses complexes, mais finalement, quand c'est simple, ça emmène aussi là où on pensait pas que ça allait nous emmener. Et on m'a souvent dit qu'il y avait une inspiration Matisse dans mes créations, mais c'était absolument pas volontaire. Ça n'a jamais été volontaire. Je me suis jamais dit, et d'ailleurs je ne me dis jamais quand je crée, j'aimerais bien que ça ressemble à tel ou tel artiste. C'est juste qu'en fait, je pense que je regarde beaucoup d'œuvres de ces artistes-là, et donc forcément, ça m'habite un peu. Et après, je le digère et je le retraduis. Donc, il y a forcément une trace de ces gens-là. Mais c'est pas volontaire. Et c'est un beau compliment. Oui, c'est un beau compliment, c'est vrai. C'est vrai. Là, on parle de tes inspirations. Il y a un truc que je sais pour l'expérimenter tous les jours, c'est l'importance et la force de l'entourage qu'on se crée. Quel est l'entourage que toi tu t'es créé et qui te soutient, qui te porte, qui te tire, je sais pas, parfois dans ton quotidien d'artiste? C'est une bonne question. Donc déjà, c'est vrai que l'entourage, je considère ça comme un pilier. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du prendre soin avec l'alimentation, le sommeil, etc. Mais c'est vrai que j'ai oublié quand même un pilier central qui est l'entourage. Oui. Enfin, les gens qu'on aime, les gens pour qui on se préoccupe, en fait. Donc évidemment, ça va être bateau, mais ma famille. Enfin, je pense que je serais pas là ici si j'avais pas eu un soutien plutôt psychologique. Et j'ai quand même une pensée particulière pour une de mes sœurs, Caroline, dont on a parlé tout à l'heure, qui occupe vraiment une place particulière dans ma vie. C'est vrai. Je regrette qu'on soit éloignés physiquement, mais c'est la personne qui me connaît le mieux, avec qui, tu sais, ça fait partie des personnes où t'as pas vraiment besoin de parler, en fait, tu sais. Et puis quand tu parles, t'es toujours connecté, c'est toujours... On n'est pas toujours... C'est pas qu'on est toujours d'accord, mais c'est que c'est toujours... c'est fluide. Mais vous comprenez. On se comprend, ouais. Et elle m'élève beaucoup de par les discussions qu'on a. Elle me donne un autre point de vue. Et je trouve c'est vrai qu'elle a toujours un regard assez juste sur les choses. Bon, c'est vrai que c'est plus facile quand on est à l'extérieur d'une situation, mais... Donc c'est vrai que oui, elle occupe une place vraiment dans mon cœur
très particulière. J'ai une autre sœur et un frère. Eux aussi, évidemment, je veux pas les léser, mais voilà, c'est comme ça. Et après, dans mon entourage, bon, évidemment, il y a mes amis, etc., mais dans l'entourage artistique, j'ai quand même une pensée émue pour le Cercle de l'Art, et notamment pour Margot Derry, qui fait partie de ces personnes-là qui m'ont aidée à arriver là aujourd'hui. Quand on parlait de rencontres tout à l'heure, elle fait clairement partie des rencontres qui m'ont donné une chance d'exprimer ce que j'avais exprimé dans le monde de l'art. Et ça a été vraiment précieux. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup chez les gens. C'est la générosité, mais tu sais, la générosité sans arrière-pensée, en fait. C'est une générosité gratuite. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec Margot quand elle m'a donné quelques conseils, quelques pistes, qu'elle m'a connectée à quelques personnes. Au départ, moi, j'étais personne. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'intérêt, tu vois. Et c'est ça que je trouve, moi, vraiment, à chaque fois qui me touche beaucoup, c'est quand il n'y a pas d'intérêt, ouais. Je trouve que c'est étonnant, même dans le monde dans lequel on vit, de se retrouver face à des gens généreux, juste parce qu'ils sont comme ça. Ouais, exactement. Et c'est triste d'ailleurs de trouver ça étonnant, mais j'ai la même sensation que toi. Voilà, et donc c'est vrai que par extension, le Cercle de l'Art a été un soutien. Moi, ça fait 2 ans que j'y participe, et ça a vraiment été un soutien dans mon développement artistique. Je pense qu'on se pose beaucoup les mêmes questions. Je veux dire, dans la façon dont on se développe, on est toujours amené à se poser des questions qui sont assez similaires, et du coup, on se donne des réponses. Voilà, et puis aussi le fait d'être au contact d'autres types d'art, d'autres pratiques, de personnes qui sont plus ou moins avancées aussi dans leurs pratiques. C'est vrai que les questions que tu me posais sur ma façon de procéder, de créer, etc., c'est intéressant aussi d'entendre d'autres artistes s'exprimer là-dessus. Donc oui, et je considère que moi, c'est un soutien très important dans ma vie d'artiste aujourd'hui. Est-ce que, juste, je fais j'ouvre une parenthèse pour les gens qui écoutent. Margot, je l'ai interviewée dans l'épisode 13 de Chamad. Est-ce que toi, Virginie, tu peux, en une phrase, repréciser ce que c'est que le Cercle de l'Art ? Oui, le Cercle de l'Art, c'est un collectif de femmes artistes qui a pour ambition en tout cas de les soutenir pour les aider à se développer et à être en autonomie dans leur pratique artistique. Donc c'est une sorte de programme qui dure pratiquement un an. Pendant 3 mois à peu près, on crée un corpus d'œuvres que l'on vend pendant 1 mois. Et en fait, la particularité, c'est que ces œuvres-là sont vendues en 12 mensualités, plutôt qu'en une fois. Et au-delà de ça, il y a vraiment un lien particulier qui se crée entre l'artiste et le collectionneur, parce que je dirais que le collectionneur peut accéder à l'intimité de l'artiste tout au long de l'année, par des visites d'atelier ou par des moments d'échange ou des attentions particulières, ce qui fait que ça crée une connexion vraiment bien singulière entre l'artiste et le collectionneur, qui n'existe pas forcément dans la vraie vie, ou quand tu vas en galerie, que tu achètes une œuvre, parfois tu vois pas l'artiste, ou c'est un moment dans le temps qui est court. Là, l'idée, c'est vraiment de créer une connexion sur la durée. Et donc cette année, on était une centaine de femmes à participer, avec des médiums très divers et variés. Voilà. Je peux témoigner côté collectionneuse de la force de ce si beau cercle. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ton travail et que je t'ai rencontré. C'est vrai. Et sans le Cercle de l'Art, probablement que je ne serais pas assise dans ton atelier aujourd'hui. C'est vrai. Il n'y aurait pas une œuvre dans mon salon de toi non plus. La boussole du cœur. C'est ça, la boussole du cœur, qui est en très belle place. On ne peut pas la louper. Je vois que le temps tourne et en fait j'ai pas du tout envie que ça s'arrête, mais ça c'est très personnel et je serais sûrement pas la seule à pas avoir envie que ça s'arrête dans les gens qui écouteront. Mais avant de passer au rituel de fin, j'ai encore plein d'autres questions que j'aimerais te poser. Tiens, je vais te poser celle-là que j'avais notée. On va voir si c'est difficile ou pas de trouver une réponse. Je te mets la pression. Quand est-ce que tu t'es épatée pour la dernière fois ? Sans trop réfléchir, parce que l'idée, c'est pas non plus de partir trop loin, mais je crois qu'un moment où je me suis sentie... où j'étais assez fière, c'est au Maroc, à Massa. En
on en reparlera peut-être, mais donc j'ai été invitée à une résidence par Margot, décidément, au Maroc, donc à Massa. Et l'idée c'était, donc on était 4 artistes. L'idée c'était de peindre dans des grottes troglodytes de pêcheurs. Et j'avais jamais peint de ma vie. Et ouais, j'avais pas réalisé ça. Voilà, bah oui, parce que moi c'est le collage, mon médium, donc j'avais jamais peint. Et autant dire, dans une grotte, le challenge était double. Et bon, évidemment, j'étais très, très angoissée à l'idée de partir, de faire ce projet. Je me disais qu'il y avait un côté un peu fou. Et bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Évidemment, j'ai dit oui, un grand oui à Margot. Et c'est vrai qu'à la fin de la résidence, quand c'était terminé et que j'ai vu la grotte terminée, je crois que j'étais fière. J'étais fière non pas par le rendu esthétique, mais fière d'avoir eu le courage d'y aller, fière de pas m'être laissée perturbée par... Enfin si, j'ai été un peu perturbée, mais assez fière d'avoir surmonté en tout cas tous ces petits obstacles les uns après les autres. Évidemment, j'ai pas fait ça toute seule, parce que j'ai reçu beaucoup d'aide sur place, etc. C'est un travail collectif, pas un travail solitaire. Mais je crois que j'étais vraiment fière de m'être lancée pour réaliser quelque chose que j'avais jamais fait avant et où j'étais absolument pas... je n'avais aucune garantie de si ça allait marcher ou pas, en fait. Et ça vraiment, en fait, ça me fait penser, tu sais, à quand tu dois prendre des décisions, t'as toujours une part de doute. Enfin, t'as toujours de l'inconnu quand tu décides quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me force à faire aujourd'hui, c'est d'embrasser un peu cette part d'inconnu. C'est d'accepter. C'est d'accepter qu'en fait, j'ai beau poser sur le papier tous les éléments, il y aura toujours quelque chose que je ne pourrai pas maîtriser et j'essaie d'embrasser cet inconnu. Et oui, du coup, ça porte, en fait. Et est-ce que ça veut dire que tu dis plus oui ou oui. Ouais, oui. Ok. Pendant longtemps, j'ai beaucoup dit non. Et après, a posteriori, je disais oui. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus un oui franc, sans cette phase de non avant. Donc je crois que oui, j'étais assez épatée, non pas par le résultat, mais plutôt par d'avoir fait l'exercice. Ouais, quelle audace. Je suis impressionnée. On passe au rituel de fin. Je te pose d'abord une première question. Cette question, c'est depuis que tu marches pas à pas sur ton chemin de faiseuse de beau, qu'est-ce qui triomphe en toi ? Sans hésiter, la sérénité. Sans hésiter, la sérénité, parce que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je pense que probablement, peut-être que ça transparaît dans cet épisode, mais en tout cas dans notre conversation. Je me pose énormément de questions. Je suis souvent en recherche de paix avec moi-même, que ce soit avec mon corps, mais aussi avec mon mental. Je recherche cette paix. Et plus j'avance sur mon chemin et plus je crois que j'arrive peu à peu à faire la paix. Et du coup, de ça découle une forme de sérénité. Où en fait, c'est ancré dans le sol, ça se construit au rythme auquel ça doit se construire. Il n'y a pas de notion d'urgence. Et en fait, ça se construit pas à pas et du coup, c'est assez solide. Je vais pas te faire la métaphore de la maison avec les briques, etc. Mais c'est un peu l'idée. On avait les piliers tout à l'heure. Voilà, on avait les piliers. Bon. Non, mais c'est l'idée. Et du coup, donc la sérénité, sans hésiter. Je trouve ça super que tu dises ça parce que à mon avis, c'est pas vraiment le mot que les gens rapprocheraient d'une vie d'artiste, en fait, sérénité. Oui. Et donc, c'est d'autant plus fort de l'entendre dans ta bouche, je trouve. Oui. Et je crois que je te l'avais dit d'ailleurs, il y a quelques temps. J'ai jamais été aussi sereine qu'aujourd'hui, alors que mon avenir n'a jamais été aussi incertain. Mais en moi, à l'intérieur de moi, il y a une forme de tranquillité. Et aussi, je pense, parce que j'ai cette conscience que probablement les choses ne se passeront pas comme prévu, parce que c'est le principe de la vie, mais que j'aurai la capacité de rebondir. Et je crois que c'est ça aussi qui a évolué en moi. C'est que maintenant, je sais que j'ai des ressources qui me permettent de rebondir là où avant peut-être j'en doutais.
Donc je pense que c'est lié aussi à ce sentiment de sérénité. Waouh. Alors maintenant, je vais t'inviter à nous raconter l'histoire d'une œuvre. Je te laisse la main et j'invite les auditrices et les auditeurs à fermer les yeux pour qu'on se laisse porter par tes mots. Alors, je voudrais vous emmener avec moi au Maroc. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Dans un petit village à Massa, qui est au sud d'Agadir, où j'ai peint ma première fresque dans une grotte troglodyte de pêcheurs, avec 4 autres artistes femmes, Margot, Alice, Nelly et Carla. Donc ces grottes, elles donnent sur la mer. Et quand on est à l'intérieur, on se sent tout petit face à l'immensité de l'océan. Cette première expérience de fresque murale, à l'intérieur d'une grotte, rend ce projet à la fois excitant mais aussi très intimidant. C'est une immersion dans un lieu de vie où on rentre dans l'intimité de quelqu'un. Et j'accueille cette mission avec beaucoup de joie mais aussi beaucoup d'humilité. Quelques jours avant le départ, je vis, je mange, je dors Maroc. J'ai vraiment besoin de m'imprégner d'images, de couleurs, de formes, d'être connectée avec ce pays dont finalement je ne connais pas grand-chose. Et rapidement, l'envie de prendre mon crayon et de dessiner se fait sentir. La boussole, symbole que tu connais bien, Marie, et la rose des sables sont des symboles qui viennent à moi de façon intuitive et spontanée. Cette grotte, elle parlera de chemin de vie. Je fais aussi quelques essais couleurs. Je suis rassurée d'avoir ces images en tête, même si je sais que sur place, tout peut être amené à changer. Arrivés à Massa, nous commençons par l'achat des peintures. Malheureusement, les teintes que j'imaginais ne sont pas toutes disponibles. J'essaie de trouver ce qu'il se rapprochera le plus, sans aucune garantie du résultat. Ce sera une surprise, pour le meilleur ou pour le pire. Le lendemain, nous rencontrons les pêcheurs et nous visitons leur grotte. L'accueil est chaleureux, généreux. On se sent comme à la maison. Et quand je rentre dans la grotte qui me sera attribuée, la connexion est immédiate. Tout comme avec son propriétaire Attic, un pêcheur discret à l'âme sensible. Elle est de petite taille, moins imposante que les autres, et on s'y sent en sécurité. Avant de m'atteler au travail, je m'arrête un instant. Je prends quelques respirations profondes et je me verbalise à moi-même la chance que j'ai d'être ici, et à quel point j'ai eu raison de prendre les décisions qui m'y ont amené. Je réfléchis à l'organisation de l'espace. Cette grotte, je voudrais qu'elle soit un lieu de spiritualité, un refuge qui invite à la pause, à l'introspection, à l'observation de la vie et du temps qui passe. Un lieu d'apesanteur et de rêverie, où la sérénité, l'harmonie et la poésie ne feraient plus qu'un. J'essaie de projeter mentalement des images sur le mur. Au fond de la grotte, il y a une petite niche. Je décide qu'elle sera le point central de la création, le point de convergence. Ceux qui me connaissent bien ne seront pas surpris que j'y dessine un cœur, symbole de connexion et du lien affectueux. Je décide que la boussole et la rose des sables prendront leur place sur les murs de gauche et de droite et seront reliés au cœur central par des hirondelles, très présentes dans la région. Je commence alors les tracer sur les murs, et je me sens gauche. Je me remercie d'avoir emmené avec moi un maître, mais je rigole d'avoir pris un simple crayon de papier au vu de l'irrégularité des murs. Il y a peu de chances qu'ils tiennent jusqu'au bout. Je suis néanmoins surprise d'avoir une bonne appréhension des proportions. Je n'ai pas complètement terminé que le soleil se couche déjà, annonçant la fin de la première journée, car nous ne travaillons qu'à la lumière du jour. Et quelle première journée! Je suis épuisée, mais remplie de joie de ces rencontres et premières sensations au sein de la grotte. Le lendemain, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Yacine, un jeune garçon de village, pour m'aider. Il me donne des astuces pour finir plus rapidement mes tracés. Je suis contente de continuer ce travail à 4 mains. Une fois le tracé fini, il est temps de passer à la peinture. Les couleurs sont belles, mais il faudra faire des mélanges pour en ajuster certaines. Et surtout, se souvenir de la combinaison de ces mélanges. Cette tâche-là me prend beaucoup plus de temps que prévu. Grâce à Yacine, nous avançons bien. Le dessin prend forme peu à peu, et j'ai l'impression qu'il plaît aux pêcheurs et aux gens du village qui nous rendent visite tout au long de la journée, durant laquelle je suis dans un état de flot. Je ne réfléchis pas, je me laisse porter. Mais voilà que le soleil se couche déjà, marquant la fin de cette deuxième journée. Avant de quitter la grotte, je fais le point sur ce qu'il reste à faire pour les 2 jours à venir. Et là, je sens l'inquiétude monter, je commence à douter. Je n'aurai jamais suffisamment de temps pour terminer. Margot s'est trouvé les mots justes pour nous rassurer. Évidemment que nous allons y arriver. Le 3e jour, face à mon inquiétude du jour précédent, j'ai la chance de recevoir beaucoup d'aide de la part de certains pêcheurs et gens du village qui s'alternent pour venir me prêter main forte.
Yassine, Ayoub, Mehdi, Brahim. Heureusement qu'ils sont là, car la mise en couleur des hirondelles est extrêmement chronophage. Elle nécessite d'être précis et minutieux. Nous avons probablement passé la moitié de la journée sur cette seule tâche. Le dernier jour, je me focalise sur les finitions et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Mon cou droit est engourdi, je ne sens plus mes genoux. Cette dernière journée me semble très courte et très longue à la fois. Les finitions me semblent infinies, elles fleurissent sur mon regard. Je ne vois que cela. Je sens la lumière baisser, mais je pourrais encore continuer des heures. Puis arrive ce moment où les rayons du soleil rentrent dans la grotte et viennent éclairer la niche centrale où se trouve le cœur. La boucle est bouclée. Je décide que cela marque la fin de cette journée. J'essaie de me remémorer la grotte dans laquelle je suis rentrée il y a 3 jours auparavant, mais je n'y arrive pas. Je suis trop imprégnée par tout ce qui s'est passé depuis. Je décide sans trop réfléchir de la baptiser Entre ciel et terre. Je ressens une chaleur immense dans mon cœur, une gratitude profonde envers Margot, Carla, Nelly, Alice et toutes les personnes qui m'ont aidée. Je me sens à la bonne place. Waouh, quelle belle histoire. Oh là là. Et moi, j'avais l'image de la grotte derrière les paupières en t'écoutant. Mais bien sûr, je mettrai des liens pour que les gens qui t'auront écouté aillent voir cette beauté. Merci beaucoup Virginie. Merci à toi Marie. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 19e épisode de Chamad, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. C'est l'endroit rêvé où découvrir les coulisses de mes podcasts et autres projets, histoire sensorielle à la clé. Info pour vous abonner dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. Et parlez-en, vous avez le pouvoir magique de diffuser le beau autour de vous. Et si vous voulez que je réalise votre portrait sonore, unique et poétique, rendez-vous sur lafantasyvagabonde.com/votre-portrait. À bientôt!